Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on prolonge les vacances puisqu'on va parler de soleil. Comment ça va ? Bah écoute, très bien, là, 12 heures d'avion, mais tout va bien, ça va. Oui, effectivement. Tranquille. Rentrée d'Afrique du Sud. On espère que tu as passé un bon vol, Sophie. Non, mais c'est pas grave, on va s'en satisfaire. Très honnêtement, j'aurais préféré être un oiseau, parce que là au moins j'aurais peut-être pu voler tranquille, parce que là dans l'avion, c'était pas top. Laissez-moi vous dire que les grands oiseaux de métal, c'est pas le mieux. Hein. Bon, ceci dit, la terre ferme est retrouvée et tu vas prolonger quelque peu l'été en nous parlant de soleil. Oui, voilà. Voilà. Incroyable. Et plus précisément de panneaux solaires, c'est ça ? Exactement, c'est ça, tout à fait ça. Et moi, je vous parlerai d'une petite histoire de conservation. On remontera en 1954 et on ira rencontrer Justice Douglas, puisque c'est grâce à lui qu'on a l'une des plus importantes réserves américaines près de la capitale Washington DC. Mais ça, ce sera, je pense, dans la deuxième partie. Mais en attendant, Sophie, on balaye l'actualité rapidement avec notre petite rétro. Qu'est-ce que tu as découvert lors de ces derniers jours et peut-être de ton vol mouvementé qui t'a ramené en Afrique du Sud? Alors pas pendant le vol, mais une petite news qui nous vient d'Afrique cette fois-là. Est-ce que tu connais le lac Natron en Tanzanie ? Pas du tout. Pas du tout. Alors c'est un lac très 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 important parce que il sert à la reproduction de beaucoup d'espèces et notamment certains flamands. Alors c'est les lesser flamingos, donc c'est les plus petits des flamands qui existent dans le monde, qui se réunissent par milliers, voire dizaines de milliers sur les rives de ce lac et qui nichent et donc qui se reproduisent là-bas. Et c'est un lac un petit peu particulier parce que c'est un lac qui va être utilisé pour le tourisme évidemment vu qu'on a beaucoup d'oiseaux, mais aussi par des entreprises qui vont aller récupérer là-bas alors attends, j'ai perdu le mot en français, soda ash, du carbonate de sodium, c'est ça. Donc le lac Natron, c'est un des endroits principaux pour le carbonate de sodium, pour récupérer des cristaux de soude, tout simplement. Et quand c'est traité. Et du coup, il y a des compagnies qui souhaiteraient l'utiliser, ce lac, et l'une des dernières compagnies à vouloir encore faire pression sur le gouvernement pour venir utiliser le lac, ça s'est passé il y a pas très longtemps, là, en 2025. Et il y a eu cette fois-ci un soulèvement de beaucoup de personnes, alors que ce soit des associations, des NGO et plein d'autres gens comme ça, mais aussi des gens sur place qui ont dit attendez, si jamais on commence à bousiller le lac, en fait vous bousillez nos vies aussi, parce que le lac et le tourisme qu'il draine, c'est un peu c'est ce qui nous apporte de quoi vivre tous les jours. Donc si jamais vous commencez à exploiter le lac de manière professionnelle comme ça, on n'aura plus de quoi vivre derrière. Et donc toutes ces récriminations ont protesté en quelque sorte, et le projet d'utilisation du lac a été stoppé fort heureusement, et donc cette zone fantastique naturelle va rester zone naturelle encore un petit peu jusqu'à la prochaine poussée de la prochaine entreprise qui voudra l'utiliser, j'imagine, mais pour le moment en tout cas c'est encore ok pour les flamands sur le lac Natron. Voilà. Tu parlais de hauts lieux touristiques, c'est l'un des hauts lieux les plus importants touristiques en Tanzanie ? En Tanzanie, oui, le lac Natron, c'est particulièrement connu, oui. C'est un endroit notamment incontournable pour tous ceux qui veulent aller voir des oiseaux. Eh ben, on va rester en Afrique, Sophie, et peut-être que tu as participé, sans le savoir, à cette tractation, puisque 3 fondations de conservation ont acheté, dans la région d'Overberg, donc on est dans la province du Cap-Occidental, c'est dans ton territoire, c'est en Afrique du Sud, une partie de la réserve de Renotsverveld,
Voilà, donc tu disais que tu perdais ton latin. Moi, j'ai vu les noms de ces zones géographiques. Je me suis dit, c'est pas possible. Oui, j'imagine. Ouais. Donc, c'est l'Overberg Renosterveld Trust, associé au World Land Trust et au Mapula Trust, qui ont acheté la propriété de 270 hectares, appelée Goeresoe, quelque chose comme ça. De toute façon, on vous mettra l'article dans la description. Ça va mieux. Voilà. Alors pourquoi alors il y a aussi d'autres parties dont je tairai le nom pour éviter de passer pour un idiot, mais c'est un endroit très important, notamment pour le busard mort. Alors quand je dis mort, ce n'est pas M-O-R-T, c'est mort M-A-U-R-E, Circus maurus, que l'on trouve principalement en Afrique du Sud, au Lesotho et en Itswaini, et cette zone compterait environ 6% de la population mondiale, 30 couples reproducteurs au total, sachant qu'il resterait moins de 500 couples à l'état sauvage. Est-ce que Sophie, tu as été responsable quelque peu de cette action de conservation et même de rachat, j'ai envie de dire? Ah, pas du tout. Là, pour le coup, j'étais pas du tout impliquée dans celui-là. Ça, c'est pas... C'est très bien, hein. Moi, je suis très contente qu'il y ait des choses comme ça qui se fassent, mais là, j'étais pas du tout impliquée dans ce rachat. Voilà. Donc vous aurez un article de Mongabay pour découvrir le nom de ces autres zones géographiques qui valent leur point au Scrabble, on peut le dire. Hein, c'est... Mon Dieu. Voilà. La prononciation peut être un petit peu tendue des fois, c'est vrai. Pas toujours simple. Ah, j'avais l'impression de me retrouver en Finlande ou en Islande sur certains noms. Je t'avoue que ça change un petit peu des noms qui finissent en A ou qui finissent en U ou en O que j'ai l'habitude de prononcer. Ah, voilà. Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui nous écoutent. J'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Sud-Africains, il n'y a pas beaucoup d'Afrikaners dans le lot, à mon avis. Ils comprennent pas le français, généralement. Mais tout de même. Alors, est-ce que tu as vu passer dernièrement cette étude qui a fait grand bruit sur le fait que les oiseaux seraient capables de changer de sexe? Oui, je voulais en parler, ça fait partie de ces nombreuses études qu'on n'a pas évoquées. On aurait pu parler aussi de cacatoès qui dansent, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Vachement intéressant le cacatoès qui danse, ça j'avoue. Ah bah, surtout, surtout quand on découvre 16 pas différents de plus que la précédente étude. Ah oui. Incroyable. Alors, sur le changement de sexe, alors cette étude a été publiée il y a pas très longtemps, donc c'est à peu près mi-août de cette année. Et ça a été publié, alors si je me souviens bien, c'est dans Biology Letters, donc Royal Society Publishing. Et elle a fait grand bruit parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette étude. Alors qu'est-ce qu'elle dit l'étude? L'étude, elle dit que entre 3 à 6% des oiseaux seraient capables d'effectuer un changement de sexe comme ça, lors de leur vie, on sait pas trop pourquoi ni comment, mais ils pourraient effectuer un changement de sexe comme ça, et donc devenir un membre du sexe opposé. Alors ils ont trouvé, pour appuyer leur dire, notamment des mâles génétiques avec un sexe femelle physique pour le coup, avec des oviducts et ce genre de choses. Ils ont trouvé l'inverse aussi, avec un sexe génétique femelle et physiquement c'était des mâles. Bon, c'est une étude qui a pas vraiment pris des données dans le temps, c'est-à-dire qu'elle a juste étudié les oiseaux à un instant T, et après il n'y a pas de suivi pour voir si l'oiseau a effectivement changé de sexe au bout d'un moment au cours de sa vie, en étant d'un sexe différent précédemment, et ça n'a pas pris en compte quelque chose que du coup les gens qui critiquent l'étude mettent en lumière, c'est que le sexe génétique n'est pas forcément le sexe phénotypique. Je m'explique. Vous pouvez avoir génétiquement des gènes qui vous disent vous êtes mâle, et vous allez, à cause peut-être d'une sécrétion d'hormones qui va être différente, qui va peut-être être plus forte que la normale, vous allez peut-être avoir un sexe qui va être différent de ce sexe génétique, parce que des fois vos hormones ou la sécrétion d'hormones n'est pas forcément en accord avec le type de chromosome que vous avez. Ça veut dire que ces oiseaux qui ont été pris à un instant T, si ça se trouve, ils ont toujours été de ce sexe-là, malgré le fait que leur sexe génétique n'était pas le même que leur sexe phénotypique, donc celui qu'il était physiquement. D'accord. Et donc c'est ça, les critiques qu'on a envers cette étude. Il existe effectivement des moyens d'encourager
alors chez les reptiles, on a notamment le cas chez les tortues, d'encourager les petits à être d'un sexe ou d'un autre avant la sortie de l'œuf. Mais une fois que l'animal est sorti de l'œuf, normalement, il n'y a plus trop de changements qui s'effectuent. À voir, cela dit, peut-être que d'autres études permettront de préciser le sujet ou de donner des conclusions un peu différentes ou peut-être un peu moins hâtives pour le coup. Mais en attendant, voilà, sachez que cette étude ne fait pas l'unanimité. Pour la bonne raison qu'il faudrait peut-être un poil plus de données pour que ce soit effectivement quelque chose de solide. Voilà. Mais c'est assez novateur, j'ai l'impression, ce genre d'études dans ce domaine-là depuis quelques années. En ornithologie, bien sûr, je saurais pas dire pour d'autres secteurs de la science et même de la zoologie en général, mais j'ai l'impression que ça fait partie de ces domaines d'études où d'ici quelques années on va découvrir de plus en plus de choses. Puisque, comme tu le dis, on n'en est qu'au balbutiement et qu'il faudrait davantage de travaux et voilà. Sachant que le sexe génétique chez les oiseaux, c'est pas exactement comme le sexe génétique chez les humains, c'est pas exactement les mêmes chromosomes. Et on a déjà des études qui avaient été publiées précédemment, notamment chez les poulets, parce que là cette fois-ci ça intéresse l'industrie du poulet, parce que c'est ce qu'on va manger, donc ça nous intéresse d'avoir plus de femelles ou plus de mâles selon les cas. Et donc il y a des études qui ont été faites, alors c'était en 2023 il me semble, sur comment avoir plus de mâles ou comment avoir plus de femelles dans des œufs lorsque vous reproduisez des poulets en captivité. Donc ça c'est des études qui sont en cours en ce moment. Mais encore une fois, c'est des choses qui se passent avant l'éclosion normalement, hein, c'est pas après. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans de prochains épisodes du Courrier de la Sterne sans doute. Moi, je vais terminer du coup. Je vais terminer par parler de la mésange nonnette. On l'évoque pas beaucoup, cette petite mésange dans le Courrier de la Sterne. Il faut savoir que en ce moment même se tient le colloque des ornithologues européens et donc il y a plusieurs scientifiques qui dévoilent les résultats de leurs travaux. Et les travaux de Richard Broughton m'ont particulièrement intéressé. Richard Broughton, qui est-ce ? Eh bien, c'est tout simplement l'auteur, on va dire, du livre référence sur la mésange nonnette et la mésange boréale, puisque ce sont deux oiseaux qui se ressemblent beaucoup. Et son étude, elle porte sur le déclin brutal de la mésange nonnette dans les forêts anglaises entre 1950 et 1965. Et eh bien, il s'est avéré que ce déclin était à mettre au crédit du changement de végétation qui a été opéré à cette période-là. Les anciens arbres ont été détruits et remplacés par d'autres arbres beaucoup plus récents. Et donc du coup, eh bien, la mésange nonnette a complètement détesté le nouvel habitat et les effectifs se sont complètement effondrés. Alors malheureusement, il n'y aura pas d'étude puisque ce sera discuté lors de ce colloque. On aura à mon avis l'étude qui sortira dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Mais voilà, je tenais quand même à parler de ce sujet dont on peut retrouver quelques posts sur Blue Sky. Si jamais vous avez ce réseau social, vous trouverez un petit résumé de l'hypothèse et ensuite de la recherche ayant mené au résultat que je viens de vous énoncer il y a quelques instants. Eh ben, c'est dommage pour les mésanges nonnettes. Ah bah totalement, surtout que c'est des oiseaux qui sont très pénalisés par la mise en place des nichoirs de mésanges bleues et de mésanges charbonnières. Eh oui. Donc effectivement, c'est un oiseau qui est à risque et les effectifs ont largement baissé du côté de la population anglaise, puisqu'on a perdu 75% de la population en espace de 60 ans. Voilà, pour vous donner, ça fait beaucoup pour vous donner une petite estimation, sachant que sur la période que j'ai décrite, à savoir celle où les conifères ont été implantés et donc l'ancienne forêt a été remplacée, on est passé donc de 100% des effectifs à 50% des effectifs, voilà, en l'espace d'une dizaine d'années seulement. Donc c'est pour vous montrer quand même que ce changement a été extrêmement rapide à se mettre en place et que la diminution a été exponentielle, plutôt exponentielle mais à l'envers, puisque la baisse est vraiment brutale. C'est terrible quand même. Bon, pauvre bestiole. Voilà, c'est rapide. Et les effectifs de mésanges nonnettes continuent à diminuer, même si ils se sont un peu stabilisés. Mais ça reste quand même des effectifs qui baissent quasiment chaque année. Donc voilà, il est nécessaire de protéger cet oiseau qui pourrait assez vite disparaître si on ne fait rien.
Et puis ça met en évidence, et on le rappelle et on le rappellera jamais assez, que ce n'est pas parce qu'on implante des arbres qu'ils suffisent à une population donnée. On a des oiseaux qui vont très bien s'y acclimater, et on a des oiseaux qui vont pas du tout s'y acclimater, et c'est le cas de la mésange nonnette, qui, comme on le voit dans cet exemple, n'est absolument pas contente du nouvel environnement qui s'offrait à elle. Bon. Problème du changement d'environnement, ça comme d'habitude. Absolument. Pas le choix. Sophie, on termine cette rétro ici, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. J'avais une mini news, mais alors c'est pas énorme. Termine avec la mini news. La mini news sur un petit cas de mutation. Alors moi j'aime bien les mutations de coloration chez les oiseaux, et là c'est sur Ornithomédia qu'on nous dit qu'il y a une photo d'une mutation chez le pivert qui a été enregistrée, donc c'était en Loire-Atlantique il me semble. Et ce pivert, il a plus vraiment la couleur normale, parce qu'en fait, il a un défaut de mélanine. Alors vous savez qu'il y a 2 types de mélanine chez les oiseaux. Il y a la phéomélanine qui va vous donner les tons un peu bruns chauds, et vous avez donc l'autre mélanine qui est le mélanine qui va vous donner les tons plus noirs, gris, etc. Et donc lui, visiblement, il a un défaut de mélanine, ce qui fait qu'il a plus que les couleurs qui sont liées à la phéomélanine, et puis 2-3 autres comme le rouge, etc. Et donc ce pivert, il est très 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 pâle finalement, comparé à ses congénères. Et donc il se repère assez facilement. Il est pas exactement albinos vu qu'il lui reste de la mélanine, mais il est beaucoup plus pâle que ses congénères, et il a plus de teinte noire ou grise. Il a plus que du vert assez pâle, du jaune et du rouge sur la tête. Et pour les pattes et le bec, on est plus sur du rose. Voilà. Joli panaché. Très joli. Joli panaché. Ainsi se termine donc cette rétro. On se retrouve après une petite coupure pour parler d'énergie solaire. Sophie, l'énergie solaire et les oiseaux, ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué le sujet dans le courrier de la Sterne, parce que on a eu l'occasion d'en parler avec Victor, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a eu l'occasion d'en parler ensemble ? Je ne sais plus. Je crois qu'on avait parlé d'éoliennes. On a parlé d'éoliennes, ça c'est une certitude, quasiment une certitude. Mais d'énergie solaire, ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Eh bien, qu'a-t-on découvert sur l'énergie solaire et leur lien avec les oiseaux? Il y a un article donc qui a été publié cette année, en mai 2025, et je m'y suis intéressée parce que, je parlais encore d'éoliennes l'autre jour et des dommages que ça pouvait faire sur les oiseaux, et on l'a évoqué, comme on a dit dans le courrier de la Sterne précédemment, des problèmes que les éoliennes posaient. Alors à la fois les éoliennes qui sont situées dans les terres, que ce soit sur les montagnes, dans les vallées, etc., mais aussi les éoliennes qui sont situées sur l'eau, parce qu'il y a aussi des problèmes avec les oiseaux marins dans ces cas-là. Et donc, pour les énergies renouvelables, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Quand on veut utiliser des énergies renouvelables, c'est soit de l'éolienne, soit du solaire, soit après on peut faire de la géothermie, on peut faire ce genre de choses. On peut utiliser d'ailleurs les fleuves et autres pour avoir des barrages, pour utiliser l'énergie de l'eau, mais derrière on n'a pas non plus 36 possibilités. Donc en fait la question que ces chercheurs se sont posées, c'est et si on faisait des fermes solaires, mais plutôt que de les faire sur Terre et d'utiliser des zones qui peuvent être exploitables, que ce soit pour faire des villes ou pour faire des fermes, est-ce qu'on les mettrait pas sur l'eau ? Parce qu'après tout, l'eau, c'est un endroit où on a un espace quasi infini, qu'on n'utilise pas, parce qu'on ne peut pas construire dessus, jusqu'à preuve du contraire, et du coup, on a de la place pour les mettre, et ça va pas empêcher les villes de se construire, ça va pas empêcher les gens de cultiver des champs, ça va pas empêcher les autres activités de se faire si on met donc le solaire en pleine mer. Alors,
l'idée est pas mal, comme on l'a vu pour les éoliennes qui se mettent en mer, c'est aussi une bonne idée. Mais comme pour les éoliennes tout dépend de leur implantation. Exactement, comme pour les éoliennes qu'on va placer en mer, va y avoir des conséquences tout de même. Alors pour les éoliennes, on avait vu qu'il y avait des conséquences au niveau de la base de l'éolienne quand on l'a construit, mais aussi il y a des conséquences au niveau du haut de l'éolienne et des pales de l'éolienne qui elles-mêmes vont avoir des conséquences sur le vol des oiseaux, il va y avoir des collisions, etc. Donc il y a des moyens de mitiger tout ça évidemment, mais ça on en a parlé dans d'autres épisodes. Je vous renvoie aux épisodes en question si ça vous intéresse, mais en l'occurrence, il y a des conséquences, et ça c'est plus intéressant de les savoir avant de construire un tel projet, plutôt que une fois que le projet est démarré, voire terminé, et qu'on se rend compte que, bah mince, j'avais pas pensé à ça, tiens, il y a un problème. Donc, la question de cet article, en fait, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de poser les bases de cette réflexion et de savoir quels sont les problèmes qui pourraient être rencontrés avec ce genre de ferme solaire installée sur l'eau, et quels sont les moyens d'y remédier. Donc pour l'instant, ils sont intéressés évidemment aux oiseaux, et aux conséquences que ça aurait sur les oiseaux, mais on peut aussi imaginer qu'il y a des conséquences sur le reste de l'écosystème. Il n'y a pas que les oiseaux qui habitent en mer, il y a plein d'autres trucs, donc il faut aussi penser au reste. Voilà. Mais au moins, c'est un début. Vu qu'on avait déjà des problèmes avec les éoliennes au niveau des oiseaux, là ils sont intéressés du coup au solaire, mais du côté des oiseaux, voir si ça avait une incidence. Donc il y a toute une équipe qui s'est intéressée à ça. Alors je sais plus combien ils sont, mais il y a quand même il y a quelques personnes, je crois qu'ils sont au moins une dizaine, qui sont intéressés à tout ça. Ce qu'ils appellent, alors c'est marrant parce que ils appellent ça des floating photovoltaics, donc le photovoltaïque flottant, et du coup pour raccourcir ils disent flotovoltaïque, donc le flotovoltaïque. C'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien le nom. C'est un mot valise, c'est un mot valise intéressant. J'aime bien le nom. Et ils se sont intéressés donc à tout ça, et ils ont tiré 5 considérations de leurs observations de ces photovoltaïques flottants. La première, c'est de savoir comment les oiseaux pourraient interagir avec donc l'infrastructure en elle-même. La deuxième, c'est les effets directs et indirects que cette infrastructure peut avoir sur les oiseaux et inversement. Est-ce que les oiseaux peuvent avoir comme influence sur l'infrastructure? Est-ce que ça a une conséquence donc sur la conservation et sur la stratégie de conservation de ces oiseaux sur le site? Ou est-ce que ça peut être installé aussi dans une zone de conservation? Ça pourrait être une possibilité, par exemple, pour fournir de l'énergie dans ces zones-là, si ça marche bien. Et puis le problème de la pollution. Alors on sait que le solaire pas énormément normalement, mais il y a quand même des matériaux qui sont utilisés qui sont pas forcément des matériaux qui sont très très sains pour l'environnement. Et s'il y a une fuite, s'il y a quelque chose qui se passe, est-ce que ça aurait des conséquences sur l'environnement, sur l'écosystème et sur les oiseaux? Et puis après, évidemment, faut gérer tout ça, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut arriver à gérer cette infrastructure au milieu d'une réserve ou au milieu d'un environnement aquatique. Est-ce qu'on gère de loin? Bref, il y a plein de possibilités. Donc ils se sont posés des tas de questions et ils ont mis en place des tests pour voir comment tout ça fonctionnait. Alors leurs tests, espère qu'ils ont trouvé des tas de réponses. Exactement. Et leurs tests sont plutôt positifs. Et c'est ça qui est bien. C'est que pour l'instant, ils ont trouvé que les interactions entre les oiseaux et ces espèces de systèmes flottants étaient plutôt positives. C'est-à-dire que les oiseaux allaient pas spécialement taper dessus ou quoi, ils s'en servaient surtout pour se poser au final. Donc ça sert de perchoir. Ça, jusque-là, on s'en serait un peu douté. Mais au final, il n'y avait pas d'autres problèmes inhérents à la chose, ça n'avait pas l'air de les déranger outre mesure. Hein. Tu vois le cormoran qui se pose dessus tranquille, et c'est tout ce qui se passe en fait. On aurait pu penser que le soleil qui se reflète sur les cellules du panneau photovoltaïque, ça aurait pu peut-être les déranger, parce des fois il y a des oiseaux qui sont un peu dérangés par les reflets lumineux, ce genre de choses. On sait que leur vue est excellente, donc c'est ce genre de choses. On pourrait se poser la question, mais visiblement c'est pas un problème. Donc clairement, voire être tué, hein, puisqu'on a des oiseaux qui peuvent se poser sur les panneaux solaires et qui peuvent griller. Ils peuvent griller, mais visiblement ça n'a pas été un souci pour le moment. Okay. Donc ça a l'air d'être ok. Donc pour l'instant il y a pas de souci. Donc ils vont continuer les études, mais ça a l'air d'être assez prometteur pour le moment, du moins au niveau des oiseaux. Ce qu'ils disent dans l'étude évidemment, c'est qu'il faut continuer à regarder un peu tout ça, voir sur le long terme comment ça se passe, mais surtout il faut voir aussi au niveau du reste
de l'écosystème. Est-ce que le panneau solaire est bien adapté à cet environnement, ou est-ce qu'au contraire ça détruit plein d'autres trucs qu'on n'a pas vu précédemment, ou qu'on n'avait pas idée. Et est-ce qu'il y a une incidence de cette technologie sur le reste de l'environnement ou pas. Donc voilà, il y a plein d'autres questions qui se posent, mais pour le moment, au niveau des oiseaux, ça a l'air d'être ok. Donc c'est déjà un bon point. Et on est content, en tout cas moi je suis très contente, qu'on s'intéresse aux conséquences de l'installation de ce genre d'appareillage avant de le mettre en place sur de grandes... à une grande échelle. Et voilà. Bah, pas comme les éoliennes, où on l'a d'abord installé, et puis après on s'est dit, tiens, en fait, il y a un problème. C'est bizarre, on perd des chauves-souris et des faucons, c'est très étrange. J'ai cru en voir hier. Ah mince. Non mais c'est vrai, tu as totalement raison, Sophie, c'est vrai que... comme on le précisait avec ces oiseaux qui changent de sexe, il va falloir faire d'autres études, concomitantes aussi avec les autres espèces et aussi l'environnement marin, pour voir si ça ne perturbe pas l'environnement marin plus que ça, voir si ça n'a pas aussi une incidence sur la température de l'eau, on ne sait pas, il peut peut-être y avoir quelque chose là-dessus. Oui. Mais c'est effectivement très très prometteur, et c'est d'autant plus prometteur que... pour les éoliennes marines, on a très peu d'études qui ont été réalisées, et les études sont intéressantes puisque l'une des précédentes qui était sortie, je crois, en début d'année et qui portait sur des oiseaux de la mer Baltique, si je ne dis pas de bêtises, montrait que les éoliennes étaient calculées ou non selon les individus d'une même espèce. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui contournaient en fait les éoliennes qui étaient dans leur couloir de passage, tandis qu'il y en avait d'autres qui fonçaient tête baissée dans le champ d'éoliennes. Voilà, c'est grâce à des trackers GPS, des suivis GPS qu'on a pu déterminer ce genre de choses. Donc c'est une bonne chose. Et elle a été installée où, cette entre guillemets ferme solaire? Alors ces petits projets, ça a été un projet conjoint d'une université de Californie et d'un projet énergétique qui s'est fait en Chine. Donc je sais pas exactement où est-ce qu'ils l'ont mis, mais ça doit être entre les deux quelque part. Donc c'est dans l'océan Pacifique est large quand même. Je sais plus exactement. En tout cas c'est plutôt un papier important. Il a été publié dans Nature Water. Donc c'est une subdivision de Nature. Donc c'est pas si mal quand même. Et ce qui était très intéressant aussi, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi intéressant au niveau de la sauvegarde de la quantité d'eau et des problèmes d'évaporation de l'eau. Ils avaient testé aussi sur une rivière ou sur un lac, je ne sais plus exactement. Alors, attends, c'était sur un petit lac. Et en fait, ils avaient mis des panneaux solaires sur le petit lac en question, c'est-à-dire un petit lac qui servait d'irrigation sur une ferme. Ils ont testé ça là-dessus aussi. Et sur c'est un bassin de rétention en quelque sorte, hein. Ils appellent ça un lac, mais c'est plus un bassin de rétention qu'autre chose. Et dans ce bassin de rétention, donc avec les panneaux solaires sur le dessus, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins d'évaporation que si on l'avait laissé évidemment à l'air libre. Et ça, ça va être très très bien pour sauvegarder de l'eau, quand on est agriculteur par exemple, hein, pour éviter que l'eau ne s'évapore trop rapidement d'un bassin de rétention. Donc il y avait vraiment une incidence positive à ce niveau-là pour les agriculteurs et du coup pour l'humain en plus d'avoir de l'électricité qui est générée. Donc voilà. Incroyable. C'est quand même top. On aura peut-être l'occasion, moi, dans mon secteur, de pouvoir tester sa grandeur nature, puisqu'on a visiblement des panneaux solaires qui vont être installés sur une rétention d'eau, donc peut-être qu'on aura aussi les mêmes résultats. Mais ça serait top. Ce serait incroyable. Après, je ne suis pas habilité à mener une étude. Peut-être qu'il y aura une étude qui sera menée là-dessus, mais ce sera intéressant de creuser. Ce serait bien de voir le avant-après. Ce champ d'action. Le avant, il se passe pas grand-chose. Hein. Sur le lac, c'est plutôt calme. Enfin, sur la rétention d'eau, c'est plutôt calme. C'est plus, il y a une rétention d'eau et puis il y a un lac juste à côté où il y a des cygnes, des cormorans, des nets, des fuligules et ce genre d'oiseaux, qui viennent notamment en hiver. Donc là, c'est plus trop la saison pour avoir beaucoup de trafic sur le lac. Mais voilà, ce sera effectivement intéressant de faire la comparaison des deux.
Eh bien, merci Sophie. On va se laisser pour une toute petite coupure et je vais ensuite vous parler, d'une réserve qui a été conservée. Et ça démarre en 1954, notre histoire. Oh, c'est loin. C'est loin, effectivement. Janvier 1954, pour être précis, Sophie. Voilà. C'est un article du Washington Post. Voilà. Et plutôt un édito du Washington Post qui avait donné son soutien à une proposition du gouvernement qui consistait à transformer le canal abandonné qui s'étend de Cumberland dans le Maryland à Washington. Il est connu, ce canal, sous le nom de Chesapeake and Ohio Canal. Décidément, les prononciations, c'est pas le jour. T'as pris que des trucs compliqués aujourd'hui. Ah bah c'est ça. L'objectif de cette transformation, c'était d'en faire une autoroute. Voilà. Ah. Une voie rapide de 7 mètres de large pour la circulation automobile. Et c'était grosso modo un peu le même exemple qui avait été fait pour la Blue Ridge Parkway en Virginie, en Caroline du Nord. Vous savez, c'est ce ruban d'asphalte. C'est assez particulier parce que on dirait que c'est un pont qui a été fait, mais en réalité non, c'est vraiment la route qui est taillée au milieu justement de la végétation. C'est très très joli à voir en automne avec notamment toutes les couleurs des arbres qui virent au rouge et à ces couleurs apparentées. Mais voilà, c'était l'objectif d'en faire justement une autoroute. Et l'objectif, c'était aussi d'ouvrir un petit peu l'atout touristique de la région, et notamment le fleuve Potomac, qui longe quelque peu ce canal. Et donc la construction du canal, il a démarré en 1828, il a été achevé qu'au milieu du 19e siècle, pour la simple et bonne raison que les voies de chemin de fer étaient beaucoup plus rapides à l'époque. Et donc, parce que les voies de chemin de fer sont devenues beaucoup plus rapides, l'idée du canal a été abandonnée, sauf que ce canal, il est devenu quelque part un certain refuge pour une très très grande partie de l'avifaune de la zone, mais aussi d'autres animaux. Et ce projet aurait pu être mené à bien, c'est-à-dire la mise en place de cette autoroute, s'il n'y avait pas eu un certain juge de la Cour suprême, William Douglas, ou surnommé juge Douglas. C'est donc un juge qui avait été nommé par Franklin Delano Roosevelt en 1939. Il est resté jusqu'en 1975 à cette position, 36 ans. C'est le plus long mandat pour une personne à la Cour suprême. Et le juge Douglas, il était connu pour être un ardent défenseur des droits civils et des libertés. Il fut membre de la cour Warren qui, dans les années 50 et 60, a beaucoup fait justement pour étendre les droits civiques, l'éducation, la protection de la liberté d'expression. Donc voilà, c'est vraiment dans cette mouvance-là que le juge Douglas évolue. Et lui, c'est aussi un fervent défenseur de l'environnement, puisqu'il s'est opposé à des projets visant notamment à préserver les cascades du nord de l'État de Washington, où il a grandi, la Wind River dans le Wyoming, ou encore le bassin versant de la rivière Allagash dans le Maine. C'était quelqu'un qui était très engagé, assez peu controversé, même si effectivement il était activiste, alors activiste au sens politique du terme, et qu'il soutenait lui-même toutes les causes auxquelles justement il prêtait discussion en tant que membre de la Cour suprême. Et donc, il décide d'interpeller le Washington Post, non pas par le biais d'une décision judiciaire, mais par une lettre adressée au rédacteur en chef du Washington Post. Et grosso modo, il lui dit « Moi, je vous invite à une petite randonnée sur le canal. Vous allez écrire un article et vous allez dire « Non, il ne faut pas transformer ce lieu en autoroute. » Voilà. Donc, il envoie sa lettre le 19 janvier 1954 et les rédacteurs en chef du Washington Post décident de relever le défi, accompagnés d'autres journalistes de CBS Radio, de l'Associated Press et d'autres journalistes du coin pour justement une petite balade de 300 km
Oui, 300 km, qui démarre le 20 mars 1954 et qui aura pour objectif donc de traverser l'entièreté de ce canal. Donc 300 km, alors pas tous ne feront 300 km, le rédacteur en chef adjoint du Washington Post, lui marchera uniquement 250 km, petit joueur qu'il est. Mais force est de constater qu'au bout de 8 jours, ils arrivent proches de la destination, à savoir Washington. Et c'est là qu'ils sont rejoints, un petit peu finalement comme Martin Luther King, quelques années plus tard, pour la marche des droits civils. Ils sont rejoints par des milliers de personnes. Voilà, qui attendent dans le quartier de Georgetown. Et puis, il y a d'autres personnes qui se joignent justement à cette marche. Et c'est comme ça que le Washington Post va rédiger un nouvel article estimant qu'il était logique de réduire considérablement le projet de voie rapide afin de protéger l'habitat faunistique du lieu dans lequel on retrouve divers oiseaux et d'autres animaux. Voilà un petit peu pour cette histoire. 7 ans plus tard, au cours de son dernier mois au pouvoir, Dwight Eisenhower va désigner le canal comme monument national. Et en 1971, Richard Nixon, qui a lui aussi beaucoup fait pour la protection de l'environnement aux États-Unis, va signer une loi le transformant en parc historique national. La blague étant qu'il avait essayé de destituer Douglas quelques mois auparavant pour une raison que j'ignore. Mais donc c'est grâce justement au plaidoyer de Douglas, à cette lettre, à cette marche, que ces 300 kilomètres sont aujourd'hui espaces protégés et des dizaines, des centaines d'espèces animales et végétales aussi s'y épanouissent. Merci à lui. Incroyable, hein ? Ouais. Merci à lui. Incroyable. Et pour la petite histoire, il existe un prix qui s'appelle le prix William O. Douglas, qui récompense les personnes qui utilisent les procédures juridiques pour atteindre des objectifs environnementaux. Et Douglas est cité comme l'une des personnes les plus importantes justement pour le droit de l'environnement, au même titre que des Rachel Carson ou autres. Donc c'est dire l'importance de cette personne qu'on ne connaît pas du tout en Europe et qu'on ne connaît pas du tout en France, alors que il a été presque l'initiateur, l'instigateur de tout ce qui a été mis en place, peut-être pour la conservation et la protection de l'environnement aux États-Unis. D'accord. Bravo à lui. Merci beaucoup. 316 espèces d'oiseaux qui sont présentes aujourd'hui sur ces rives. Pour vous donner une petite idée, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Ça doit être incroyable. Voilà, et c'est plus de 50 000 listes eBird qui ont été remontées. Alors c'est, comme je l'ai dit, 300 km, donc il y a plusieurs zones, hein. Il y a des marais, il y a des prairies, il y a des forêts, et tout ça aurait pu disparaître si Douglas n'avait pas écrit au Washington Post. Comme quoi. Mais ça aide quand même d'être haut placé pour ce genre de choses. Ça aide effectivement. Et pour vous donner une petite idée de qui était Douglas aux États-Unis, il a été invité dans une des toutes premières émissions de quiz. Où l'objectif c'était de retrouver en fait qui était la personne qui était en face d'eux. Donc tu avais 4 personnes qui devaient retrouver l'identité de la personne en face d'eux, mais ils étaient masqués, ils ne pouvaient pas voir la personne. Grosso modo, hein, c'est c'est la fin des grosses têtes de Philippe Bouvard ou de Laurent Ruquier, à savoir on a un invité et on essaye de déterminer qui c'est en lui posant des questions. Là c'est la même chose, et donc Douglas avait été invité dans cette émission, signe quand même qu'il était extrêmement important. Et pour donner une petite idée, il y a des Jacques-Yves Cousteau qui ont été invités, il y a des Salvador Dali qui ont été invités dans cette émission, et John Wayne qui ont été invités dans cette émission. Donc William Douglas, c'était pas n'importe qui. Voilà. Très bien. Merci à lui, vraiment. Merci à lui. Et merci à toi, Sophie, puisque se termine ici ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne.
On espère qu'il vous a plu. N'hésitez évidemment pas à partager l'émission. N'hésitez évidemment pas également à la commenter si vous avez des questions. Rappelle que vous retrouverez l'intégralité des sources dans la description. Les différents épisodes y sont à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcast. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine, mais en ce moment il y a tellement de trucs que pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.